Bueno, pues vamos a seguir con esta conversación. Vamos a seguir, señora, esta conversación que Michel, en realidad, tituló Frente a la desmesura contemporánea, la virtud del diálogo. Y aquí lo que hemos querido es escuchar, digamos, en ese cruce de voces, que también es una de nuestras características, ¿no?, a través de este proyecto, bueno, qué significa, en primer lugar, esa frase que recogemos de Camus, y para ello será Rémy Larue quien, digamos, aportará una reflexión más en relación con la propia obra de Camus en torno a esa virtud del diálogo, ¿no?, y esa cuestión de la desmesura, para, en un segundo lugar, invitar, sería la voz de Alicia Sintes, que para nosotros pues, es una invitación también muy especial en esta edición, ¿no?, de San Luis, y nuestra primera científica en estas trovadas, pero para mí me parecía muy interesante que nos aportara justamente, ¿no?, ese diálogo que en su caso establece con las ondas gravitacionales, ¿no?, que es su trabajo, y cómo una científica desarrolla ese ejercicio del diálogo, ¿no? Y cerraríamos, digamos, con la aportación de una poetisa, de una escritora, Nathalie Handal, que nos acompaña para aportar, digamos, ese lado creativo, ¿no?, que es siempre, digamos, esa pata que conforma nuestro proyecto. Con ellos tres os dejo. Alors bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Christian, les remerciements ne sont pas que des usages à l'initiative des participants. Je tenais évidemment à remercier Sandra, Michel et Agnès pour l'invitation et la participation, et puis aussi la grande équipe et fabuleuse équipe des Las Trovadas qui fait tout pour faciliter le dialogue entre nous, et c'est extrêmement important. Notamment dans l'époque dans laquelle on vit. Alors le sujet, vous l'avez ici, devant la démesure contemporaine, la vertu du dialogue. On m'a demandé, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, d'apporter un petit peu la parole de Camus sur le sujet. C'est assez difficile, vous le comprendrez, de faire parler un mort sur une époque qu'il n'a pas connue. Je vais essayer, dans tous les cas, de me faire un peu le porte-voix de l'écrivain, afin que ces mots résonnent, et notamment avec les deux autres participantes à la table ronde, et puis aussi avec votre propre expérience et ce que vous pourrez en retirer, puisque c'est très important, et je pense que c'est ce qui tenait particulièrement à cœur à l'écrivain qu'on honore ici, c'est de s'approprier ces textes et de les faire vivre dans sa propre expérience. Donc, je vais commencer sur un constat. J'ai essayé quand on m'a demandé de me pencher sur la question du dialogue, j'ai repris de manière un peu académique l'ensemble des textes qui reprenaient la question. Et j'ai essayé de voir un petit peu les ponts qui pouvaient se dresser, notamment entre deux époques. C'est l'époque point de départ de la rencontre, je crois, avec cette citation du témoin de la liberté qui date de 1948. C'est cette époque de la Seconde Guerre mondiale qui se poursuit même jusqu'au début des années 50. Et donc, du coup, on a un article que j'ai retenu particulièrement parce qu'il dresse un constat assez pointu de l'époque en question. Je vais vous lire un extrait et vous verrez que ça résonnera tout de suite. C'est un article de 1946 qui ouvre la série Ni victime ni bourreau et qui s'appelle « Le siècle de la peur ». Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques, le XVIIIe celui des sciences physiques et le XIXe celui de la biologie. Notre XXe siècle est le siècle de la peur. On me dira que ce n'est pas là une science, mais d'abord la science y est pour quelque chose, puisque ces derniers progrès théoriques l'ont amenée à se nier elle-même et puisque ces perfectionnements pratiques menacent la Terre entière de destruction. De plus,
Si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n'y a pas de doute qu'elle soit cependant une technique. Ce qui frappe le plus, en effet, dans le monde où nous vivons, c'est d'abord et en général que la plupart des hommes, sauf les croyants de toute espèce, sont privés d'avenir. Il n'y a pas de vie valable sans projection sur l'avenir, sans promesse de mûrissement et de progrès. Donc vous voyez, ça résonne déjà avec ce qu'on a pu entendre hier de la part de Camille de Toledo sur la destruction, la blessure. Il faut aussi remettre ça en parallèle, en perspective avec un autre article du 8 août 1945 où Camus est un des seuls, du moins en France, à évoquer de manière assez fine, je crois, l'impact humain et philosophique et même métaphysique de la bombe nucléaire et de son usage au Japon. Un autre extrait peut-être qui va pousser encore le sujet vers le dialogue et qui va nous amener sur l'axe principal qu'on essaye de développer depuis quelques participations et présentations. Un extrait du même article où Camus revient sur cette notion du dialogue. Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter et bien entendu, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. C'est ainsi qu'à côté des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils le jugeaient inutile, s'étalait et s'étale toujours une immense conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce tremblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. Vous ne devez pas parler de l'épuration des artistes en Russie parce que cela profiterait à la réaction. Vous devez vous taire sur le maintien de Franco par les anglo-saxons parce que cela profiterait au communisme. Difficile de faire plus ancré dans l'époque et dans ce qui est en train de se dérouler au moment où il parle, mais aussi difficile de faire plus contemporain, je crois, quand on met en perspective avec ce qu'on connaît et les événements récents. La suite est encore plus parlante. Je disais bien que la peur est une technique. Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n'est plus possible, parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vraie que la part historique, et qu'il retrouve devant la beauté du monde et des visages, parce que nous vivons dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuance. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. La question que je pose et qui était déjà posée hier, je crois, c'est est-ce que, évidemment, cette fin du monde, elle est survenue ou peut-être est-ce qu'elle s'est installée sur les dernières décennies depuis que Camus a écrit ces articles. Je crois que l'époque qu'on est en train de vivre s'inscrit directement dans ce constat. Pour vous donner quelques idées, les espaces de débat se font de plus en plus restreints, je crois, et tournent bien souvent à la caricature ou à l'insulte plutôt qu'à l'échange constructif. Le mensonge et la manipulation ont continué de s'imposer comme des incontournables à l'arsenal à disposition des partisans de l'un ou de l'autre des camps politiques de tous bords et qui s'affrontent sur l'échiquier mondial. Les violences restent des moyens de choix pour atteindre des objectifs politiques, qu'ils concernent la conquête ou la défense du pouvoir d'ailleurs, et c'est les deux versants que Camus traite. Et puis enfin, le progrès technique et scientifique n'y est pas étranger, et ça Camus déjà le voyait en son temps. L'avènement des réseaux sociaux a marqué un réel tournant dans la communication mondiale, avec de nouvelles étincelles révolutionnaires. On voit tout l'impact que ça a pu avoir dans les différents derniers foyers révolutionnaires, mais aussi, en miroir, le règne de la polémique par écran interposé. Aussi, avec l'avancée des technologies d'armement, le recours à la violence se déshumanise progressivement, le bourreau pouvant rester à distance de ses victimes, presque sans les voir, sans les sentir. Peut-être que c'est en cela que notre époque se distingue encore. Est-ce qu'elle n'aurait pas poussé à la démesure l'abstraction que Camus voyait déjà en son temps? Alors, je vous propose disons, c'est la ligne conductrice de mes travaux un peu de ces derniers mois et de ces dernières années, en quoi le dialogue pourrait devenir finalement une limite à cette violence, à ce constat dressé par Camus. En 1946, il mettait déjà l'écrivain en perspective le problème principal de son temps qu'il considérait être le meurtre, après avoir considéré que c'était le suicide,
notamment dans son usage politique, avec la notion de dialogue, dans un texte qui est un peu méconnu, mais qui est très intéressant, vous allez le voir, qui s'appelle « Nous autres meurtriers ». Il n'y a qu'un seul problème aujourd'hui qui est celui du meurtre. Toutes nos disputes sont vaines. Une seule chose importe qui est la paix. Les maîtres du monde sont aujourd'hui incapables de l'assurer parce que leurs principes sont faux et meurtriers. Que du moins, et dans tous les pays, ceux qui refusent le meurtre se réveillent, dénoncent les faux principes et entament pour leur propre compte la réflexion, le dialogue, la démarche exemplaire qui démontreront au moins que l'histoire est faite pour les hommes et non pas le contraire. Ceux qui ne veulent pas tuer doivent parler et ne dire qu'une seule chose, mais la dire sans répit, comme un témoin, comme 1000 témoins, qui n'auront de cesse que lorsque le meurtre, à la face du monde, sera répudié définitivement. Alors, si on choisit de s'opposer au meurtre systématique comme moyen d'agir sur le plan politique, il faut donc se tourner vers d'autres moyens, et Camus a choisi le sien, le dialogue, clairement. Pour échapper au déchirement entre silence et mort, imposé par l'histoire, le dialogue représente une nouvelle voie qu'il a décidé de creuser à partir de là, je crois, et c'est vraiment la source, enfin du moins je l'estime, la source de ce développement et de la manière d'incarner le dialogue. C'est-à-dire que jusque-là, on en a parlé sur un plan littéraire et dans la dimension créatrice. Je crois qu'il y a aussi un versant très articulé dans l'engagement et dans l'incarnation politique du dialogue. Il y a un texte en particulier qui fait la jonction entre les deux, je crois, puisqu'il s'adresse à un ami écrivain de Camus, qu'on retrouve dans les carnets, et qui, là, nous fait revenir un peu en arrière, en 1945. Mais c'est intéressant de voir comment les choses s'articulent entre création littéraire et engagement. C'était déjà le sujet hier. C'est un passage qui s'adresse à Louis Guillou. « À Guillou, tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne prennent pas un langage simple. Si le héros du malentendu avait dit « Voilà, c'est moi qui suis et je suis votre fils », le dialogue était possible et non plus en porte-à-faux comme dans la pièce. Il n'y avait plus de tragédie puisque le sommet de toutes les tragédies est dans la surdité des héros. De ce point de vue, c'est Socrate qui a raison contre Jésus et Nietzsche. Le progrès et la grandeur vraie est dans le dialogue à hauteur d'homme et non dans l'évangile monologué et dicté du haut d'une montagne solitaire. Voilà où j'en suis. Ce qui équilibre l'absurde, c'est la communauté des hommes en lutte contre lui. Et si nous choisissons de servir cette communauté, nous choisissons de servir le dialogue jusqu'à l'absurde contre toute politique du mensonge ou du silence. C'est comme cela qu'on est libre avec les autres. Être libre avec les autres, je crois que c'est tout l'enjeu choisi par Camus dans cette posture à la fin de la Seconde Guerre mondiale, favoriser le dialogue partout, tout le temps, pour éviter le malentendu et la dispersion du mensonge, et en arriver évidemment jusqu'à l'extrémité qui est le meurtre. En permettant de recréer le lien originel qui unit les êtres humains, le dialogue devient alors une alternative à l'oppression, quelque forme qu'elle prenne. Et si le XXe siècle est celui de la peur, c'est aussi celui du règne des oppressions les plus diverses. La série Ni victime ni bourreau l'illustre bien. Ce n'est pas un hasard si, à la fin de la série, on a entendu tout à l'heure l'article introductif, à la fin de la série, on retrouve un article qui s'appelle « Vers le dialogue ». Ce qu'il faut défendre, c'est le dialogue et la communication universelle des hommes entre eux. La servitude, l'injustice, le mensonge sont les fléaux qui brisent cette communication et interdisent ce dialogue. C'est pourquoi nous devons les refuser. Mais ces fléaux sont aujourd'hui la matière même de l'histoire, et partant, beaucoup d'hommes les considèrent comme des maux nécessaires. Il est vrai, aussi bien que nous ne pouvons pas échapper à l'histoire, puisque nous y sommes plongés jusqu'au cou. Mais on peut prétendre à lutter dans l'histoire pour préserver cette part de l'homme qui ne lui appartient pas. Dialoguer, c'est donc créer un espace qui laisse la place au conflit, laisse la place à la différence, on l'a déjà entendu, à la dissonance qu'évoquait Franck hier, à la différence dont on a aussi eu une illustration hier dans la table ronde, un espace où les différences s'incarnent, qu'elles soient culturelles, politiques ou sociales. Le même texte développe un peu cette idée. Tout ce qui me paraît désirable en ce moment, c'est qu'au milieu du monde du meurtre, on se décide à réfléchir au meurtre et à choisir.
Si cela pouvait se faire, nous partagerions alors entre ceux qui acceptent à la rigueur d'être des meurtriers et ceux qui refusent de toute leur force. Puisque cette terrible division existe, ce sera au moins un progrès que de la rendre claire. Donc vous voyez, il y a un travail de Camus aussi de clarifier les choses et de clarifier la manière dont il aborde le dialogue. Une notion qui peut être ambivalente, et on en a parlé un petit peu encore une fois hier, mais dans des discussions plus informelles, un dialogue ambivalent qui peut mener, s'il dérive, au mensonge et à la polémique, mais qui peut aussi avoir des vertus. Et là, on retrouve évidemment le texte initial dont est issue la citation qui nous réunit aujourd'hui. C'est le Témoin de la liberté, écrit en 1948, enfin, prononcé en 1948. Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd'hui par la polémique. Le XXe siècle est le siècle de la polémique et de l'insulte. Elle tient entre les nations et les individus et au niveau même des disciplines, autrefois désintéressées, la place que tenait traditionnellement le dialogue réfléchi. Des milliers de voix, jour et nuit, poursuivant chacune de son côté un tumultueux monologue, déversent sur les peuples un torrent de paroles mystificatrices, attaques, défenses, exaltation. Mais quel est le mécanisme de la polémique ? Elle consiste à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent et à refuser de le voir. C'est là, je pense, encore une autre étape dans la manière de considérer la différence et qui rejoint ce qui a été dit juste avant par Christian et Martine, cette manière d'envisager l'autre, de lui laisser une place, de laisser la place à sa différence et de le laisser s'exprimer, de l'accepter. Je crois que c'est central et Camus met ça au cœur de sa pratique artistique et de son engagement d'artiste profondément, et ça on va le voir par la suite, et de ses choix aussi dans ses engagements et dans l'incarnation politique qu'il donne au dialogue. Un texte toujours qui nous parle, le Témoin de la liberté, où là il revient plus en profondeur sur le rôle de l'artiste. Je considère que l'artiste doit être un peu comme une étincelle en fait dans ce dialogue, un initiateur, et qu'il a ce rôle de recréer du lien, de lancer la discussion, et qu'ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, le spectateur, le lecteur, doit s'en emparer et doit faire sienne cette posture, et doit l'incarner. Ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. Par sa fonction même, l'artiste est le témoin de la liberté, et c'est une justification qui lui arrive de payer cher. Par sa fonction même, il est engagé dans la plus inextricable épaisseur de l'histoire, celle où tout étouffe la chair même de l'homme. Le monde étant ce qu'il est, nous y sommes engagés, quoi que nous en ayons, et nous sommes par nature les ennemis des idoles abstraites qui y triomphent aujourd'hui, qu'elles soient nationales ou partisanes. Donc vous voyez, l'artiste a un vrai rôle, il incarne le dialogue, et ce dialogue-là, il doit laisser la place évidemment à l'autre, mais d'une manière particulière, et ça Camus l'a bien compris, à la lumière de l'histoire et à la lumière de l'histoire qu'il aborde. Vous allez le voir dans le texte suivant, dans le passage suivant, il évoque des références qui parlent évidemment aux Français, mais qui pourront résonner aussi au public espagnol, et qui fait notamment référence à la Révolution française. C'est intéressant de voir comment il se positionne par rapport à ça. Dans le monde de la condamnation à mort, qui est le nôtre, les artistes témoignent pour ce qui est dans l'homme, refusent de mourir. Ennemis de personne, sinon des bourreaux, et c'est ce qui les désignera toujours, éternels Girondins, aux menaces et aux coups de nos montagnards en manchette de lustrine. Après tout, cette mauvaise position, par son incommodité même, fait leur grandeur. Un jour viendra où tous le reconnaîtront et, respectueux de nos différences les plus valables, d'entre nous cesseront alors de se déchirer comme ils le font. Ils reconnaîtront que leur vocation la plus profonde est de défendre jusqu'au bout le droit de leurs adversaires à ne pas être de leur avis. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans la reconnaissance de l'autre, et je crois que c'est encore plus poussé dans la manière dont le dialogue va se mettre en place sur un plan politique. J'aimerais revenir du coup sur un passage de Ni victime ni bourreau, puisque c'est là, si vous voulez, enfin, du moins c'est ce que je pense, où Camus essaye de synthétiser, de condenser son approche à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un fil qui va
va jamais cesser de tirer jusqu'à son accident de voiture en 1960. C'est la façon dont, et là ça rejoint la façon dont on est réunis aujourd'hui, la façon dont le dialogue s'incarne politiquement. Il y a un article au cœur de Ni victime ni bourreau qui évoque ça précisément. Il s'intitule « Le nouveau contrat social ». Le mouvement pour la paix dont j'ai parlé devrait pouvoir s'articuler à l'intérieur des nations sur des communautés de travail et par-dessus les frontières sur des communautés de réflexion, dont les premières, selon des contrats de gré à gré sur le mode coopératif, soulageraient le plus grand nombre possible d'individus et dont les secondes s'essaieraient à définir les valeurs dont vivra cet ordre international, en même temps qu'elles plaideraient pour lui en toute occasion. Plus précisément, la tâche de ces dernières serait d'opposer des paroles claires aux confusions de la terreur et de définir en même temps les valeurs indispensables à un monde pacifié. Un code de justice internationale dont le premier article serait l'abolition générale de la peine de mort, une mise au clair des principes nécessaires à toute civilisation du dialogue pourrait être ses premiers objectifs. Ce travail répondrait aux besoins d'une époque qui ne trouve dans aucune philosophie les justifications nécessaires à la soif d'amitié qui brûle aujourd'hui les esprits occidentaux. Mais il est bien évident qu'il ne s'agirait pas d'édifier une nouvelle idéologie, il s'agirait seulement de chercher un style de vie. Et ce style de vie, je crois qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale et de son expérience de la résistance, Camus ne cessera jamais de le développer, de le creuser, de le rechercher. Je parlais de références évidemment historiques. Il n'hésite pas à aller chercher des références, même à l'international, et en particulier, il y a une référence qui fait intervenir plutôt à partir des années 50, et qui lui sera d'ailleurs reprochée parce que mécomprise, c'est la référence à Gandhi, quand il dit que dans un article de 1957, intitulé « La chaussette et le rouet », que ce qui l'intéresse chez Gandhi et dans la posture gandhienne, c'est la façon dont la parole devient un acte. La parole se met en acte. Et la parole devient un acte politique fort, d'opposition à l'oppression. Et c'est là qu'il y a eu mécompréhension, puisque dans son articulation avec les catégories figées de violence et de non-violence, qu'on considère de manière stricte, alors qu'elles sont plutôt poreuses et qu'elles s'imbriquent, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la violence. Je crois que c'est une référence qui compte et qui comptera chez Camus, notamment avec l'arrivée du conflit, de la guerre en Algérie. Je vais terminer et puis je vous dirai quelques mots sur la manière dont j'imagine un peu ces rencontres et ce à quoi ça m'a fait penser chez Camus. Un dernier passage peut-être, et là on est en 1957, l'écrivain reçoit le prix Nobel de littérature et il prononce ces mots. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. C'est un vrai programme, j'ai l'impression, que dresse Camus en 1957, un programme qu'il a eu l'occasion d'expérimenter, et c'est là que je voudrais faire le dernier écho et faire un dernier lien entre ce qui nous réunit aujourd'hui et l'œuvre de Camus et l'action et la vie de Camus. Ce programme-là, il a eu l'occasion de l'expérimenter concrètement. Il parlait de communautés de réflexion à l'international. Pendant un peu plus d'une année, ils se sont réunis avec ce qui était appelé les groupes de liaison internationales en 1949, qui réunissaient des personnes de tous bords. On peut trouver des médecins, des ouvriers, des travailleurs intellectuels. Et
ils ont essayé de réfléchir ensemble, certes, mais aussi agir ensemble. Agir ensemble et agir notamment dans la protection de la vie. Un des principes fondateurs de ces groupes-là, c'était l'accueil d'écrivains et d'intellectuels étrangers en difficulté dans leur pays et le soutien dans les pays mêmes à ces mêmes écrivains et intellectuels. Et je crois que on a une vraie résonance, un vrai lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui, le soutien aux jeunes générations, aux jeunes intellectuels, aux jeunes artistes et aux moins jeunes, le soutien international, la réunion à l'échelle du bassin méditerranéen, et puis la diversité des profils, la diversité des voix qu'on entend et qui pourtant résonnent entre elles. Et j'espère que ce qu'on va entendre ensuite résonnera avec ce que vous aurez pu attraper de l'œuvre de Camus à travers ce que je vous aurai lu et présenté. Merci beaucoup. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, también me gustaría agradecer a la organización de estas trubadas, Albert Camus, por invitarme a participar en ellas, en particular en esta edición titulada pues, Que no hay vida sin diálogo, que aparte por el interés en sí mismas, pues a mí me ha permitido pues, regresar a mis orígenes, confrontarme con mis orígenes y volver a mi pueblo natal. Y además en un sitio muy especial, porque los de aquí sabrán, pero muchos de vosotros no, que este edificio era el Teatro Nuevo de mi abuelo, era el salón de mi padre y ahora, gracias al ayuntamiento, es esta sala polivalente espero de todos vosotros y de todo el pueblo. La verdad que la participación mía en estas trubadas, en estos encuentros, me sorprendió muchísimo, gracias por la invitación, y me pareció extremadamente curiosa, porque evidentemente yo no soy una literata. Yo no soy literata, sino más bien toda una ignorante, en particular de la obra de Camus. Yo soy una científica, soy una física teórica, soy miembro del Instituto de Estudios Especiales de Cataluña, soy profesora en la Universidad de las Illes Baleares y también estoy muy orgullosa de ser miembro del Instituto Menorquí de Estudis y también participo en colaboraciones internacionales, entre ellas LIGO. Y a lo que me dedico yo es al estudio de las ondas gravitacionales, las nuevas mensajeras del universo, estas nuevas mensajeras que nos llevan la poesía, la música de este universo. En 1957, como se ha repetido varias veces, a Albert Camus se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean con la conciencia de la actualidad. Bueno, ahora empezamos con muchos problemas técnicos. ¿Esto suele ser habitual? Bueno, gracias. Y la pregunta es, pues, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues al menos aprovecharé esta ocasión para venir a reflexionar sobre el enorme valor de la generación del conocimiento, de la investigación, y en cualquier ámbito, porque esto es una vía de crear riqueza. También de la importancia de tener una política científica y cultural con visión a largo plazo, y realmente de esta necesidad de diálogo, ya que nuestro sistema de I+D+I, también la cultura, el patrimonio, están en un claro e inminente peligro y debemos actuar. Hace más de 400 años, en 1616, Galileo marcó el principio de una nueva era. Con su rudimentario telescopio apuntó hacia Júpiter y descubrió sus 4 lunas más grandes.
Y lo hizo solo, aunque se basaba con tecnología de otros. Nosotros, los científicos del LIGO, siguiente, porque veo que tienes una versión vieja, creo. Siguiente, ¿me puedes pasar siguiente? Iniciamos una nueva era en la astronomía en el 2015, con la primera observación de una onda gravitacional y con estos complejos observatorios. Gracias al esfuerzo conjunto de investigadores, políticos, ingenieros, estudiantes, que estuvieron trabajando juntos durante varias décadas. Y claramente la colaboración y el diálogo continuo es el pilar básico para poder construir catedrales de la ciencia como este observatorio que tienen aquí presente. Esta primera detección ocurría un siglo después de que el profesor Albert Einstein presentase su teoría de la relatividad general. Es una teoría muy bella, es preciosa. Una nueva teoría de la gravitación. No me dedicaré aquí a explicar sobre ella el día de hoy, no es lo apropiado. Pero entre las cosas, esta teoría predice cosas extrañas como la existencia de agujeros negros o estas ondas gravitacionales. Y curiosamente, Einstein no creía que los agujeros negros existiesen en la naturaleza y mucho menos que sus ondas fuesen jamás detectadas por la humanidad. Y claramente, Einstein no tenía razón, o esa vez no tuvo razón, porque ahora sabemos que los agujeros negros existen y las ondas gravitacionales, la primera observación de ellas pues, ha sido también meritorio de otro premio Nobel, el Premio Nobel de Física del 2017. Y esto pues, es lo que nos ha dado a nuestro grupo y a mí mucha visibilidad. Hemos recibido muchos reconocimientos y luego incluso venimos y participamos en eventos como este. Pero este logro, este hito en la historia de la ciencia, no lo han hecho solo esos 3 individuos, los 3 galardonados, sino que solo en mi colaboración científica LIGO, esta está formada por más de 1.300 científicos repartidos por todo el mundo que forman parte de esta colaboración. Porque hoy en día los grandes avances no los consigue una sola persona, sino que tienen lugar gracias al trabajo coordinado, al diálogo continuo y necesario durante largos periodos de tiempo. Y todo con el objeto de abrir una nueva ventana al conocimiento y poder explorar el universo. Este hito marcó una nueva era, pero la observación de estas ondas gravitacionales puede marcar muchas cosas y puede revolucionar los conceptos actuales que tenemos del cosmos, aunque de momento solo estamos observando una minúscula parte del universo. Y tal vez muchos de ustedes piensen, ¿pero tiene sentido invertir en cosas que no se pueden aplicar? ¿Que no tengan así como un rendimiento? Falso. La historia se encarga de demostrar que eso no va así. Y es evidente que hay que invertir en lo aplicable, en lo transferible, en el lenguaje de hoy en día. Pero no podemos olvidar que a veces lo que se denomina investigación básica o humanista, y hay que convencer a la sociedad con el diálogo de la relevancia de estos estudios. Curiosamente, los estudios, los inventos que más han contribuido a nuestro bienestar, en todos los sentidos, provienen de desarrollos que no buscaban para nada, ni siquiera permitían imaginar aquello a lo que darían lugar años más tarde. Y podría poner infinidad de ejemplos en muchas disciplinas, en todas las disciplinas. Yo, como soy física, me manejo mejor en el campo de la física,
de formación profesional, pero cualquier campo podría poner ejemplos. Aquí he elegido algunos, como en 1922, Otto Stern y Walter Gerlach. Imaginaos si les hubiesen dicho que se dejaran de eso de la mecánica cuántica y de historias raras. Y que investigasen tal vez técnicas de diagnóstico por imagen. Pues si no fuese gracias a ellos, no tendríamos hoy en día la resonancia magnética nuclear. O, igualmente, a Dirac, en 1928, le podíamos decir que dejase eso de las ecuaciones complicadas intentando casar la cuántica con la relatividad y que estudiase cosas aplicables. Pues a días de hoy pues no tendríamos o no hablaríamos de antimateria, pero tampoco tendríamos el PET-TAC o la tomografía por emisión de positrones. Y pongo ejemplos así del campo de la medicina porque, bueno, con la salud no se juega, y menos con la pandemia actual. Pero hay muchos más ejemplos. O podemos ir a Einstein. Si en 1915 se le hubiese dicho, venga, déjate de tu teoría esta de relatividad general y intenta desarrollar tal vez un sistema de geoposicionamiento. Bueno, pues sin su teoría, nuestro sistema de GPS, que nos está acompañando también estos días y siempre, pues tendría un error inicial de 11 kilómetros. Es decir, imagínense que de esta sala queremos ir al Molí de Dalt, y con un poco de suerte pues terminamos en Salbufera d'Esgrau, que a los invitados les recomiendo que vayan a visitar, como mínimo, pero podríamos seguir. Es decir, ¿alguien pone en duda el valor de la historia que nos ayuda a entender por qué estamos y dónde estamos y nos permite imaginar futuros posibles? Y podría seguir con muchos ejemplos, mucho más humildes. A ver, pueden ponerse a investigar el origen esos de los pañales o del microondas. Hay muchas sorpresas detrás. La generación del conocimiento es aquello en que consiste la investigación. De cualquier conocimiento es importante, muy importante. Y aunque no tiene precio, sí tiene un gran valor. Incluso la literatura. Y estas trovadas contribuyen a ello. El diálogo, la comunicación, incluso entre científicos, es lo que hace posible el progreso. Nosotros nos comunicamos en congresos como este, debatiendo ideas, con contacto humano o virtual en este último año, escribiendo artículos científicos y a veces incluso con mucha confrontación, porque no me pondré a explicar esta transparencia, pero la controversia sobre la existencia o no de las ondas gravitacionales duró bastantes décadas. Nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento y nuestro progreso está basado en la educación, en la cultura, en la investigación y en la innovación. Y claramente un pueblo culto no puede prescindir de su relación con la naturaleza ni de la virtud del diálogo entre todos los agentes sociales. El conocimiento genera riqueza, de la que se mide en términos económicos y también en no económicos o intangibles. Y si no generamos conocimiento, tendremos que importar y pagar algo más que las vacunas. Si no generamos conocimiento, no podremos transferir ni podremos crear nada que aporte valor añadido. Tendremos que comprarlo todo y pagarlo todo. En otras palabras, estaremos abogados a tener una economía que no sé cómo se debe llamar, pero que no será, por supuesto, la economía verdaderamente basada en el conocimiento. El CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. El CERN fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un pequeño grupo de físicos visionarios y administradores públicos de ambos lados del Atlántico
identificaron la investigación fundamental como vehículo para reconstruir el devastado continente. Hoy cuenta con más de 20 Estados miembros y más de 10.000 usuarios. Algunos de sus descubrimientos han mejorado enormemente la comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza y también han permitido grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el origen de la Internet, también el hallazgo del bosón de Higgs. Déjenme que les aburra un poco y comparta algunas cifras muy alejadas del propósito del tema de hoy, del diálogo. El LHC, Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe. Y es la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. Costó 13.000 millones de dólares desde sus inicios hasta el descubrimiento del bosón de Higgs, galardonado con Premio Nobel de Física, 2013. Este coste es aproximadamente lo mismo que cuesta un solo portaaviones que alguna vez visita nuestros puertos. El detector LIGO, el que nos ha permitido hacer el descubrimiento de las ondas gravitacionales, meritorio del Premio Nobel, costó 600 millones de dólares a lo largo de sus primeros 20 años. Un submarino nuclear cuesta 20 veces más. Hay más ejemplos. El telescopio espacial Hubble costó cerca de 3.000 millones de dólares y la guerra de Irak, a lo largo de sus 4 primeros años, costó como 100 veces más el Hubble y produjo 100.000 muertes. Y como dijo el rector de mi universidad, Jaume Carot, mi director de tesis doctoral, llamadme romántico, pero prefiero una mirada a las estrellas que un desierto lleno de tumbas. Camus tenía una fuerte preocupación por la libertad humana, la justicia social, la paz y la eliminación de la violencia. El ser humano se puede rebelar contra la explotación, la opresión, la injusticia y la violencia, y por el mismo hecho de ser rebeldía, afirma los valores en cuyo nombre se vuelve rebelde. Y aquí, entre todas estas imágenes, déjenme que les ponga un ejemplo precioso, porque tal vez no lo conozcan. Se llama Sésame, Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East. Sésame se creó bajo los auspicios de la UNESCO, de los proyectos de Ciencia para la Paz, y fue impulsado por Abdus Salam, también Premio Nobel de Física. Actualmente es una organización intergubernamental independiente, compuesta, escuchen bien, por Israel, Irán, la Autoridad Palestina, Pakistán, Turquía, Chipre, Egipto, Jordania y algunos más. Ya creo que hemos tenido comentarios ayer suficientes sobre esta región. Se inauguró en mayo del 2017 por el rey de Jordania y Sésame es un modelo de diálogo entre científicos en la actualidad, en una zona que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Es decir, aquí ver un ejemplo de cómo la ciencia puede ayudar a este diálogo, a esta paz mundial. Y el crecimiento inteligente significa eso, la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro crecimiento futuro. Y esto requiere mejorar nuestra educación, consolidar resultados de la investigación, promover la innovación, la transferencia de conocimientos, pero con diálogo. Un diálogo constante entre diferentes agentes sociales para asegurarse de que las ideas innovadoras pueden convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. Nosotros nos dedicamos
a estudiar las ondas gravitacionales, a explorar el universo. Pero hay mucho más. Hay personas, hay un capital humano, hay un diálogo constante con gente joven que se va renovando. Jóvenes que dedican su vida con toda su ilusión, no solo a la investigación, sino a transmitir el conocimiento, incluso en épocas adversas, como las que también nos toca vivir. Pero a pesar de los avances conseguidos en la última década, España, lamentablemente, sigue estando lejos de posiciones de liderazgo en materia de I+D+I dentro de la Unión Europea. Y dicho retraso es aún mayor en lo que respecta a innovación. Claro, incluso esta situación económica, todo esto de las crisis, todo lo agrava. Y ha provocado incluso una reducción de recursos destinados a investigación, tanto por parte de las administraciones públicas como por las empresas. Y todo ello, lamentablemente, hace que ninguna región española se encuentre en las líderes a nivel europeo. Se considera que el pensamiento de Camus representa la desilusión de los intelectuales de la época de posguerra. Pues más que el siglo del miedo que mencionaba Remy, yo creo que estamos en el siglo de la desilusión, porque muchos científicos y muchos humanistas nos sentimos desilusionados. O también vienen estas viñetas, que no tienen mucho que ver, pero bueno, me han gustado. Las que terminé de bajar así por Facebook y demás, de Voltaire o de Einstein. La de Voltaire dice cosas como, "If you want to know who controls you, look at who are not allowed to criticize." O la cita de Einstein, "Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber." Camus lo afirmó en el 56 en una entrevista publicada en Le Monde. "No creo en Dios, es verdad, y sin embargo no soy ateo." Es decir, el hombre se encuentra siempre en condiciones absurdas, en situaciones absurdas. Y ahora parece que nos invade una corriente de destrucción por la falta de diálogo. Y un primer ejemplo que podría poner sucedió hace mucho tiempo. La Biblioteca de Alejandría, la destrucción del gran centro del saber. Esta célebre biblioteca tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas, de todos los países, que debían ser incluidas en una suerte de colección inmortal para la posteridad. La desaparición de esta hermosa biblioteca de Alejandría constituye uno de los desastres culturales más simbólicos de la historia. Y a día de hoy parece como si aún hubiese esta cruzada contra los libros, contra el saber y contra el diálogo. Yo creo que está aún presente. Déjenme citar a Carl Sagan, ya que estamos en unas trovadas literarias. Carl Sagan dijo: "Escribir sea quizás una de las mejores invenciones de los humanos, que une a las personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas lejanas. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es una prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Y tal vez por eso el pensamiento, los libros, el diálogo entre distintos son incluso a día de hoy objetivo de ataques por aquellos que se creen poderosos o simplemente tienen miedo a la palabra." Parece el teatro de lo absurdo. Y esa destrucción sigue aún presente. 1943, Biblioteca Nacional de Perú, consumida por un incendio de dudosa procedencia.
Más recientemente, en 92, Biblioteca Nacional de Sarajevo, destruida con esa locura salvaje de la guerra de Yugoslavia. 2015, Biblioteca de la Universidad de Mosul, la pequeña Harvard de Irak, devastada por el Estado Islámico. Pero no importa irse al Estado Islámico. 2020, Biblioteca Luis Fadul Hernández, en estado de Barinas, Venezuela. Como dijo Camus, hablando estrictamente, el mundo no es absurdo por sí mismo, simplemente es. El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. Camus lo llama la nostalgia racional y humana. Y ocurre cuando nuestra necesidad de significado se quiebra ante la indiferencia del mundo inamovible y absoluta. Yo incluso agrego, a veces la indigencia mental no tiene límites. Incluso hace unas semanas estábamos completamente desilusionados. Por primera vez se estaba renunciando a la utilización de nombres como Ramón y Cajal, como entre otros referentes ilustres en los premios nacionales de investigación. Creo que después gracias a los medios, eso se va a enmendar en el futuro año. Y ya sé que la ciencia no puede usarse de excusa para posicionarse políticamente, exceptuando para apoyarla decididamente, lo que por falta de diálogo a veces, desgraciadamente, no es el caso. Camus en su niñez, como habéis oído, transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, con la ausencia absoluta de libros. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos literarios de la posguerra. Se le ha atribuido la confrontación del pensamiento filosófico conocido como el absurdismo. No sé si estaremos de acuerdo o no. Si bien su texto es el enigma, el propio Camus reniega de la etiqueta de profeta del absurdo. Pero déjenme citar también a Hegel. What we learn from history is that we don't learn from history. Y lo cierto es que sin diálogo nuestra civilización va hacia lo absurdo, a su autodestrucción. Como reza este cartel, somos una especie en peligro de extinguirlo todo. Camus se relacionó con las corrientes humanitarias más que político-ideológicas, y sus artículos periodísticos llamaron la atención con respecto a muchas injusticias de la época. Y aquí y ahora también hay muchas injusticias por la falta de diálogo. A través de sus escritos, Camus explora la condición humana del aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. ¿La muerte humana? ¿O la de nuestro patrimonio, nuestra cultura? Hay muchas cosas que tenemos en juego. Y aquí un ejemplo para la gente de aquí. Aquesta és la meva caseta. Aquesta d'aquí. No hi ha làser. Però la caseta és forta. Ha resistit molt de temporals. Ara inclús el temporal és de caire polític. Una darrera batalla absurda per la falta de diàleg, de sensibilitat, o la falta d'estudiar els problemes des de la proximitat. I no es preocupin per nivell de la mà, ja pujarà. Perquè aquestes casetes se banyen any rere any i escupen tot el sal nitre. Els fonaments són molt febles, però allà dins hi ha vessat molta sang. Han passat guerres i les casetes de vorera han resistit. Camus lluitava contra les injustícies en la seva paraula. En què puc lluitar jo? Nosaltres no som el Pedro Ramírez, que ha gaudit de la seva piscina enfront del mar, en la seva protecció. Nosaltres som pescadors, de barca i rems, de palangres i xerxes.
Camus lluitava davant l'indiferència i la passivitat del que l'envoltava. Von Hitler, per exemple, es va fer fort i va arribar al poder quan en principi ningú li feia front. Hi haurà menor que un front comú, un front de diàleg per lluitar per lo nostre. O petites enveges faran que els privilegis d'un privilegiats se perdin i es perdi un patrimoni de tots, dels nostres avis, dels nostres fills, del nostre poble. Què faig jo aquí? La veritat no ho sé. És la mateixa pregunta que havia fet jo al començament de la meva exposició. Què faig jo aquí? Què podeu fer vosaltres? Estem perdent la nostra identitat? Jo crec que el lema d'aquestes trobades és preciós. No hi ha vida sense diàleg i els dono les gràcies a tots. Hola. Bueno, y al menos no me he dedicado a explicar las ondas gravitacionales. Es otro día. Buenos días. ¿Me oyes? Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Ah, no? ¿No funciona? ¿Sí? ¿Sí ahora? ¿No? Ah. Ya. ¿Y ahora? Testing, testing. Puede ser que no está abierto. Puede ser. ¿Ahora? Micrófono de mano. ¿Ahora? Sí. Ole. Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a hablar en inglés porque es mi idioma poético. Pero este inglés se fusiona, hace un diálogo con muchos idiomas. Of course, we heard that Camus, we've heard this quote during the weekend that Camus says that art cannot be a monologue. We resemble one another in what we see together, in what we suffer together. Dreams change from individual to individual, but the reality of a world is common to us all. What we aren't always aware of is of our connectivity. So someone in Algeria might not, and someone in the middle of a small town in America might not know about this connectivity, yet we are all in it together. Camus believed in the importance of an artist's commitment to his social justice. We've heard it, create dangerously. My dialogue is poetry. I'm a poet, and poetry can move our mind and heart so monumentally that it reverses fear, discrimination, prejudice. Poetry has always been on the side of truth. Writers point to issues that need to be resisted, like racism, religious antipathy, patriarchy, and corruption. They have the ability to veer perspectives and influence individuals. A poem or a story can galvanize people into action
or impact aims of resistance movements. As artists, we should also uphold what we preach. Our obligation should not be to a country, but to each other. Poems create spaces for coexistence. No borders exist for a poem. Poetry is global dialogue. As a Palestinian growing up, I was told I exist and I don't exist. I'm real and I'm imagined. I understood early on that the truth is multi-layered, it's complicated, and it carried many contradictions. Truth is not fully factual, fiction not fully invented. It is often difficult to differentiate fact from fiction under occupation, as reality could be surreal. A donkey might need a permit. A dead body, a corpse, might continue to be jailed because the prisoner died before his life sentence was over. Poetry allows me to share truth with its personal and historical convolutions. I'm going to read two poems right now. The first one, I come from Bethlehem, and Bethlehem and Jerusalem were always sister cities. And it's really 7 miles apart, so about 10 minutes away. But a Bethlehemite, if you fall in love with a Jerusalemite, love is occupied. Because a Bethlehemite cannot go live in Jerusalem. And a Jerusalemite, if he wants to go to Bethlehem, he will lose his identity card. And no Jerusalemite wants to lose or will lose its identity card. So even love is occupied. But also in this poem, there is the element of the erotic. Because to me, even the eroticism is also an act of resistance. In search of midnight. He kissed my lips at midnight. I let him. He took my blouse off. I let him. Took my bra off and touched my breast. I let him. He took my pants off. I let him. Took my underwear off and looked at me standing in this strange, dark, black and white room. I let him. A small light dimmed by the window. I took a glimpse of the city we live in. Both do not know. Then he pronounced my name wrong, and I stopped him. Asked him if he has ever been exiled or imprisoned, if he has ever mailed letters to a woman he once loved but would never see again, if he thinks we can go back to a lover even if we might not love the second time. Asked him if he has ever robbed a small grocery store or stole bread from a peasant, if he has ever crossed seas, coasts, mountains, and still could not arrive. He answered, I did not pronounce my name correctly in my country, so I was tortured. I did not pronounce my name correctly at the enemy line, so I was exiled. I did not pronounce my name correctly upon arrival, so I was given new papers. You see, a heart in search of midnight is only a heart. Everything else is the same, except what the other is expecting. This next poem, so Bethlehem, today Bethlehem really does not exist anymore. When they built the wall, a lot of the Bethlehem district is now in Jerusalem. The rest of it are settlements. So basically what's left is what's protected really, that the Vatican protects, which is the Nativity Church and the few streets that are tied to it, and also the old city that was around in Bethlehem. And there are 7 quarters, and all these quarters have a lot of stories and families related to them. So I am made of all these quarters, which means coming from the Mediterranean, we are really made of so much Semite, Arabic, Greco-Roman. It's all there. It is very symbolic of the Mediterranean. But of course, when we say the word Arab today, it carries a lot of negative weight, and we forget all the beauty that it carries.
So this poem is called Talhamiyeh, and in Palestine, when you come from Bethlehem, you're Talhamiyeh. I heard I'm an Armenian who believes the stars are pieces of lightning, history left to space. I heard I have Roman blood and my brother is Turkish and Greek. I heard my heart is in the Mosque of Omar by the Nativity, beside a talisman and an old man without teeth or keys. I heard my poems turned into stones with Aramaic letters. I heard that here invaders push natives aside, natives hand their names to trees and trees rehearse the verses freedom left. I heard I was a house made of Mediterranean light, except I only heard this in springtime, and spring might not exist here anymore. They took all of the trees. Perhaps Jesus can explain what happened, or perhaps all I need to remember is that I heard, but this I know. I'm an Arab, and the 7 quarters of the old city has left me 7 keys so I can always enter. So I'm also made of many other parts of the world, and I grew up really, for someone who's dedicated to language, I had to think, I wanted to write, but I don't really have a mother tongue. Of course, I could say French was the first language I heard, but really I come from a symphony of 5 or 6 languages. This is how I experience the world. And this poem is going to sort of speak to that, although I don't mention all the languages. But also, although I carry this globalness, I'm always reminded of the deep local roots that I have. Blue hours. In the blue hour, the negrita cries, I hide not to deceive the darkness or myself. La negrita is not far from where I stand, her eyebrows, her one hand. I too am visible now, behind the tree, behind the night, behind the cry, and all I want to say is her name and ask her. Have you ever heard your heart undressing? Seen a stray dog at midnight and realized he understands this hour better than you will understand any hour? Have you ever seen yourself in every woman with your eyes, or in women with eyes more difficult than yours? Have you ever really heard your voice echoing in your nipples? She offers me tea, we end up drinking coffee, trying to reach the bottom of the cup unafraid. Now my teeth are stained, my English failing me, my Arabic fading, my Spanish starting to make sense. We are in a finca now. Perhaps we are safe. Perhaps we desire nothing else. But I can't stop bowing in prayer 5 times a day. My country comes to me, tells me, compatriota, I will always find you, no matter what language you are speaking. Thank you. Camus, I've had the most profound dialogue I've had with Camus is that of the Mediterraneanness. What is Mediterraneanness? What is it to be a Mediterranean? The Mediterranean is a region where cultural, religious, and linguistic diversity converge, where ideas travel and intersect. The Mediterranean trades. The Mediterranean people are navigators and interpreters. Our lingua franca is the sea, a language born of the waves and ports, a coalescence of many tongues. I see myself in its crossroads. In its diversities and complexities, connections and collaborations, in its richness and power lie in this plurality. But what does the Mediterranean mean to societies today?
There are numerous views on Mediterranean idea and identity developed at different periods of history to carry forth different socio-political agendas. Some contemporary scholars are revisiting and rewriting European discourses, emphasizing the Western world's Greco-Roman and Christian traditions, but not their African and Asian roots. Today, our sea is a necropolis. A deeper dialogue and awareness of this ancient history is vital, among other engagements, to address the current migrant crisis, to fight discrimination and otherness. And with this greater understanding, we also identify as Mediterranean without abandoning our affinities. Albert Camus encouraged a new Mediterranean culture, La Nouvelle Culture Méditerranéenne, in his 1937 lecture at the Maison de la Culture, though this lecture has been construed in drastically different ways. I have traveled all over the globe, but no landscape moves me like that of the Mediterranean. It weaves my body to the earth and still lets me be water. With every book I write, I'm building a geography of people and places. I wrote a book, Poet in Andalusia, which was a recreation of Lorca's Poet in New York. And now, because of course, now I'm working on a book set in Sicily, and that's sort of continuing the conversation from Poet in Andalusia, because Sicily is a place where racial, ethnic, and religious converges and contend, where Islamic, Judaic, and Christian traditions and cultures interacted at various levels, from literary to economic. Maybe there I could find answers on convivencia or coexistence, I'm not sure. But what I know is that Lorca said, "Lo que más me importa es vivir." On this journey, I discovered that real dialogue is possible if we want to find it. Because as was true for Lorca, what people want most is to live. I'm going to read one of the poems from Poet in Andalusia, and for me, in fact, poetry has been my homeland. The thing about feathers. We kept only the keys, letters, photos. Everything else stayed behind when we left the house. That can happen when a nation changes overnight. When those you know turn into gate of feathers. And the thing about feathers is they know what's been missed. For years, I watched my neighbor's house from other windows, different countries, various homes, some of brick, some of stone. Some never imagine what a home can mean when an unfinished tune traps the ceiling. I pretend never to have seen a body mid-air, a father's hands planted on the ground. After all, what we don't admit to never happened. But I couldn't change that day in Murcia when water brought light to the door. I was 7. It is the day before our departure, the day my father gives me a notebook, and I tell him, "This is where I'll keep my country." Language is a living pulse. It breathes, echoes, touches. It can be a dialogue that can lead us to spaces where we can manifest tolerance and justice, where we can learn to listen. Listen to what we imagine separates us, but doesn't. What we think divides us, but doesn't. We too often forget that the personal is a fundamental dimension of the global. I'm going to end with 2 poems. One of my absolute favorite lines by Camus, which I think I can meditate on probably my whole life, is when he said, "Seule la musique est à la hauteur de la mer." Only music is at the height of the sea. My ancestry is the sea, and music is a city.
Like poetry, music comes from a place I don't know, yet I am intimate with. And in all my books, I'm in conversation also, in dialogue with this music. I'm going to read these two poems. The first one has a translation, but the second one does not. The second one, you will not be hearing a translation because, first of all, it's from my latest book, Life in a Country album, but also because I think it's an opportunity to experience what it means, this feeling of otherness. Every day we are translating. We're translating each other. We're translating the other, what we understand, what we don't. But translation is not only linguistic, right? It's about music. It's about the gestures of others. It's about what we see. It's about how we experience the other. So I'd like to leave you with that note. Broken music. Maybe when we are ready for music, every instrument around is broken. Maybe when we are ready for freedom, your heart can no longer beat. Maybe when you grow madness, you find what you were meant to see. Maybe if you show me how desire begs, play a tune in E minor, the slow river of wings will reveal itself. But it had to come to this instead. A broken violin, a heart unresolved. An argument with Jesus or Muhammad, exile has its ways. Now my breath is a flat tune limping its way around the wake of my mouth. Muchas gracias. Before I read this poem, this last poem, I want to thank Sandra for inviting me. I want to thank the incredible team. I want to thank Carlos and the incredible team of the festival. I want to thank all of you, audience, for coming and my participants for coming. And I also want to thank the incredible translators who have been our bridge all weekend. Thank you very much. Orphic. As a child, I believed God was in the wind that carried us elsewhere, that departures were returns. I buried the sun in my father's ashtray to see him in eyes in Berlin or Stockholm, where the cold is another country, longing another landscape. And the past comes back. Close the door. Solitude will not leave. Close the window. Light will not escape. Close the wooden trunk. Memory will not vanish. Close your eyes. Home will not disappear. Close everything close. All will remain like Mostar and Jerusalem, like our Roman chant, Byzantium icons, Muslim prayers. The years passed. I looked for death in Palermo and found my mother's womb. Looked for life in Thessaloniki and found a song about death. Looked for my image in Venice and found all my images. Crossed Trieste with my heart and Naples without my hesitations. Memorized Marseille from Notre-Dame de la Garde. Counted all my dreams in Akka. Found my name in the Colosseum. Listened to the lemons fall for hours in Rome. Waited for my lover to tell me the sea can't break, and found the musician born in a small town that reminded me that music always takes us back to the cities we are made from.
Muchísimas gracias a los tres, la verdad, porque cada uno de los tres habéis aportado ese valor del diálogo, ¿no? Cada uno en vuestro espíritu. Yo ahora mismo no me salen muy bien las palabras. No sé si alguien del público quiere sugerir o reaccionar un poco. Yo personalmente me quedaría en ese poema para adentrarnos ahora, salir a la calle, tomar un café o no y luego volver para justamente, yo creo que será una bella continuidad escuchar a Josep María Esquirón en torno a esa vibración de las palabras, porque ahora mismo yo creo que pues nos habéis hecho vibrar. Gracias. Gracias.